Le bar des supporters sur Maritima, bon mardi à toutes et à tous avec le retour de l'équipe du BDS 48 heures après ce match nul concédé au Vélodrome face au Stade de Reims pour savoir si les supporters ont digéré les premiers points perdus à la maison. C'est ce que nous allons vérifier avec l'équipe au grand complet. Bonsoir Jacques Bail. Bonsoir Monsieur Galli. Bonsoir Steph Martins. Salut les amis. Alors on s'est dit effectivement que c'était les premiers points perdus de la saison. Des occasions ratées en première mi-temps, un retour des vestiaires très moyen en seconde période. Steph, quelles étaient les premières paroles que toi tu entendais au stade après le match? De la déception, frustration, voilà, et ça se comprend, comme tu l'as si bien cité, à la fin de la première mi-temps, si tu finis à 3 ou 4-0, c'est loin d'être volé. Et il n'y a plus de match, et ça te permet de faire une seconde mi-temps, entre guillemets, un peu plus sereine, en faisant tourner un peu ton effectif. Là, tu vendanges de très très grosses occasions. Tu rentres, même nous ici, on n'a pas trouvé l'explication en seconde période pendant 20 minutes, complètement amorphe. Et même l'entraîneur en compte de presse l'a signalé. Il a dit, je comprends pas, il va falloir que je me penche là-dessus pour savoir ce qui s'est passé. Après, tu essayes de rebondir. Bon, tu prends dans ces fameuses 20 minutes, tu prends 2 buts en 5 minutes. Donc tu te fais passer devant et après tu arrives à revenir au score. Mais oui, de la déception parce que tu mènes au score, tu as l'opportunité de tuer ton adversaire, tu ne le fais pas et quand tu prends pas ta chance au football, il te le rend bien. Et ce qui fait qu'on finit avec 2 points de perdu pour moi. Jaco, De Zerbi justement en conf de presse faisait part de son incompréhension. Il faisait même allusion à un problème psychologique. Est-ce que ça veut dire que des nouveaux joueurs comme Eli Wahi ou Lilian Brassier ont pu être submergés par l'ambiance du premier match de la saison? Tu parles quoi de la première mi-temps ou de la deuxième? La première mi-temps, bon, Eli Wahi, évidemment, tout le monde lui est tombé dessus. J'arrive à comprendre certaines choses, j'arrive pas à comprendre d'autres. N'oublions pas que l'année dernière, Aubameyang, ça a été catastrophique, les premiers matchs, il a été en difficulté. Eli Wahi, il a marqué le penalty au premier match. Eli Wahi, il a procuré, par son appel, la possibilité d'avoir Harit tout seul au centre. Ok, il a été maladroit. Ok, par contre, moi je suis pas l'avocat d'Eli Wahi. Est-ce que ce joueur est un bon joueur? Oui. Par contre, je t'ai pas parlé moins que tu réponds pas exactement à la question. Vas-y, réponds. La question c'est est-ce que certains joueurs, on parle pas d'Eli Wahi, je vais t'en parler juste après. Est-ce que certains nouveaux joueurs qui découvrent l'ambiance phénoménale du Vélodrome ont pu être saisis par l'émotion et être un petit peu choqué pour la première à domicile? Mais c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. La première mi-temps, elle était fantastique, les gars. La première mi-temps, donc ils ont pas été saisis ces joueurs-là, puisque la première mi-temps a été très bonne. Alors oui, Brassier, il a fait quelques erreurs. On peut le mettre là-dessus en disant oui, il a eu peur du Vélodrome. Ok, mais pour le reste, il y a rien eu, absolument rien eu. On a fait une très très belle première mi-temps. Donc je vais pas m'inquiéter. Non, moi franchement, j'ai du mal à comprendre ça. Toi, c'est un truc qui t'agace quand on avance ce genre d'argument, quand on peut imaginer, quand on essaye d'imaginer que l'ambiance du Vélodrome, qui doit être normalement obligatoirement une force pour les joueurs, risque de les tétaniser, c'est un truc que tu veux en parler dans les émissions. Mais tu peux pas en parler. Pourquoi? Parce que comme tu viens de le dire, c'est le 12e homme. Donc ça doit te permettre de te surpasser, de te dépasser. Plusieurs joueurs l'ont dit. Quand des fois on arrive à 5-10 minutes de la fin, qu'on est carbo, qu'on entend ce stade-là pousser, ça te donne des ailes. Si tu viens à l'OM pour ce public-là, mais dès que tu es sur la pelouse, tu trembles, il faut pas signer. Non, mais tu trembles quand ça va moins. Mais quand ça va moins bien, quand ça sourit un peu moins. Ça a poussé tout le long du match. Il n'y a pas eu, hormis les sifflets sur Wahi, mais n'oublions pas, parce que je vois beaucoup de choses passer, à la présentation des joueurs, il est acclamé, à l'annonce de son nom dans la compo d'équipe, il est acclamé. Après voilà, sur l'instant T à chaud, quand tu vois tout ce que tu manques et qu'au moment où il sort t'es mené 2-1, tu vas pas sourire et envoyer des grands applaudissements. Maintenant c'est passé, on passe à autre chose. Et je pense qu'il va rebondir et de très très belle manière. Mais pour moi, c'est pas un argument tenable de dire le public du Vélodrome tétanise les joueurs de l'OM. Ou alors il y a un bug. Jaco, je t'ai trouvé très mesuré, très indulgent pour le premier BDS de la semaine. Je t'ai trouvé un peu plus agacé à chaud juste après le match dans le débrief avec Enzo, où tu faisais part un peu
de tes agacements justement sur les consignes de De Zerbi, sur le fait de sortir proprement obligatoirement le ballon et de se mettre un peu dans la nasse et d'avoir du mal à emballer le match ensuite. Alors cette réaction je l'ai eue quand on était mené au score. J'ai pas compris qu'à un moment donné l'effet de sortir doucement, il va falloir à un moment donné changer. C'est pas possible parce que le stade commence à s'agacer et ça va crier au bout de 3-4 matchs. C'est-à-dire que si tu es mené au score ou si tu es match nul et que tu n'avances pas, que tu te fais tes passes horizontales, crois-moi que ça va t'agacer, parce qu'à un moment donné, il faut chercher de la verticalité, il faut aller un peu au charbon. Quand tu commences, que tu as des trajets préférentiels, je veux bien le comprendre, je veux bien l'admettre, il n'y a pas de problème, c'est la patte de Zerbi, on l'accepte, et on est très heureux qu'il soit là. Par contre, Marco, ça me paraît tout à fait normal et légitime, que quand tu es mené, ou quand tu dois venir au score, marquer le 3e but pour gagner, que tu mettes de l'intensité. Et on ne le met pas. Donc ça m'a saoulé. Quand j'ai vu Balerdi dans les 10 dernières minutes passer encore dans l'horizontalité, pas chercher de la verticalité pour aller chercher quelqu'un en pointe, alors on te dit il faut construire. Mais c'est trop tard, poulet. Ça, tu le fais au début de match. Tu vois, à un moment donné, il faut pousser, faut mettre le feu, et le public pousse, obtient un corner, le deuxième ballon, fais ce que tu veux, mais va de l'avant. Steph, tu es d'accord avec Jaco quand il dit qu'il faut un plan B quand ça va un peu moins bien? Tu me le lèves de la bouche. On parlait souvent de quand il y avait ça sous Sampaoli, sous Tudor. Quand ça va bien, c'est très beau, c'est exceptionnel. Par contre, là où on juge, je suis pas en train de faire le procès de Zerbi, loin de là, mais là où on va juger, nous, les spectateurs et amoureux de l'OM, parce qu'il y a beaucoup de connaisseurs, c'est quand ça va moins bien, en fonction de ce qu'il va mettre en place pour essayer de reprendre le dessus sur l'adversaire, que ce soit n'importe quel entraîneur. Sinon, c'est trop facile. Quand ça va bien, tout le monde dit il est beau, tout le monde dit il est content. Mais quand ça va moins bien, c'est là où l'entraîneur doit porter sa patte et faire changer quelque chose dans le dispositif, soit par le dispositif tactique, soit par des entrants qui vont redynamiser le match. Et là, c'est vrai qu'on l'a pas vu. Et je te rejoins. Parce que, à un moment donné, tu te dis, mais c'est pas possible, on joue à la baballe. Balerdi, il s'est dépasse dans l'axe avant que Wai sorte complètement catastrophique. Ou Reims, face au jeu, te pressait, prenait le ballon et tu prenais des contres. Donc, il y a des trucs à revoir. Où on a pratiquement occupé 80% le côté gauche et très, très, très rarement le côté droit où tu as ton homme fort qui s'appelle Mason Greenwood. Donc voilà, il y a des choses à revoir. Mais après, il faut pas oublier que l'équipe est nouvelle, que le staff est nouveau, que l'entraîneur c'est quelqu'un qui est très 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 bon, qui a déjà prouvé en Angleterre qu'il sait faire du très très bon travail. Oui, il y aura encore des petits ajustements, mais ce que je veux voir, c'est voir l'OM monter en puissance. Est-ce que l'OM a fait une excellente première mi-temps? Oui. Ce qui plombe un peu l'équipe, je pense pas que Wai, c'est le fait de manquer autant d'occasions franches qui peut te permettre de rentrer à la mi-temps complètement serein et d'entamer la deuxième mi-temps avec peut-être des remplaçants, de faire tourner, de faire rentrer des jeunes comme à Brest. Là, tu peux pas le faire. Et tu prends 2 buts en 5 minutes, tu as le couteau sous la gorge, tu arrives à égaliser, mais à domicile, pour l'Olympique de Marseille avec les ambitions, c'est 2 points perdus et c'est une mauvaise affaire. Vous avez largement parlé d'Eli Wai, effectivement, de ses occasions ratées en première période, et tu fais bien de rappeler que à pareille époque, pour plein d'illustres attaquants de l'Olympique de Marseille, André-Pierre Gignac, Jean-Pierre Papin, Pierre-Emerick Aubameyang, les débarrages n'étaient pas aussi formidables que prévu. Mais bien sûr, j'ai l'impression que tout le monde, si tout le monde a une arbalète, tout le monde veut tirer une flèche à ce minot, il faut lui laisser un petit peu de temps. Il a marqué le premier match contre Brest, il a été là. Alors oui, ce qui nous agace, c'est que tu en parles de lui parce que tu as fait match nul. Si toutefois, Roué, il met le ballon au fond, que ça va pas sur la barre, tu parles moins de Eli Wai. Tu dis, ouais, putain, il a des occasions, mais ça va venir, vous inquiétez pas. Donc voilà, c'est aussi le scénario du match qui te fait mettre en colère. Mais voilà, je trouve qu'il faut laisser un peu de temps. Quand tu es numéro 9, c'est très difficile. Gardien et numéro 9, c'est les 2 postes au football qui sont le plus difficiles. Au niveau de la confiance. À partir du moment où tu le mets pas au fond, tu es en difficulté. Pour revenir, Christian Jiménez, il avait planté lors de ses premiers buts, et pas que. Suarez, il avait planté doublé ou triplé. Valère Germain, triplé pour son premier match au Vélodrome. Si ça fait in fine les mêmes stats qu'Aubameyang, c'est pas grave, on lui parle de je te le dis. Mais bien sûr, il a du niveau, il a du talent, il est très très bon dans ses déplacements, il fait énormément de bien, comme il a dit Jacques. Si Amin Harit se retrouve seul, c'est parce qu'il aspire les 2 centraux. Donc c'est un mec qui a du ballon, on le sait, on l'a vu à Montpellier, même à Lens, ils disent il fait une moyenne saison, certes, mais il plante quand même 12 buts. Moi je pense que les 12-15 buts, il peut y arriver facilement. Alors modération et indulgence, c'est pas les qualités premières que
qu'on peut avoir, nous, supporters de l'Olympique de Marseille? Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu aussi de syndrome Vitinha au milieu où tu te dis que c'est un transfert qui a coûté 4 ronds et voilà, et qu'on n'a pas envie de revivre ce qu'on a vécu avec Vitinha, Jaco? C'est-à-dire que nous, dès qu'il arrive un joueur à 30 millions d'euros, on attend moins des merveilles. Oui. Et dès les premières minutes. C'est Marseille, les gars. Non, mais c'est injuste, ça. C'est justifié. C'est Marseille, c'est comme ça, tu ne pourras pas changer les choses. À partir du moment où il y a un chiffre, tu en attentes très rapidement. Et peut-être trop rapidement. Mais c'est pas scandaleux en même temps. Mais tu peux lui laisser quand même un peu le temps. On est en train, comme si on était à 6e ou 7e journée, et que le mec, il n'est pas encore planté des buts. On est à la 2e journée, il va te dire, mais j'en ai planté déjà, hein. Donc un peu de tranquillité, un peu de sagesse. Ça me paraît légitime. C'est une légende d'automne ou c'est finalement quand même une réalité? Franck McCourt, quand il est dans les tribunes, tu n'arrives pas à gagner un match. Apparemment, c'est pas une légende, hein. On va dire que c'est un peu le chat noir. Donc, s'il peut les regarder en visio de Boston et envoyer un petit rib pour qu'on puisse clôturer la fin de mercato en toute sérénité, parce que je pense qu'il y a encore des belles affaires à faire et surtout on a des manquements dans l'effectif. Il en a envoyé le rib, je pense sais, que ça mais fait là, un petit moment. Il a déjà envoyé du lourd. Hein. Est-ce que le chat noir, c'est pas aussi certaines déclarations qu'on peut faire ici même, qui peuvent défier le karma? Je vous l'avais dit. De temps en temps, quand on commence à dire ces fameuses phrases qui m'horripilent, moi, personnellement, les gars, on va pas commencer à avoir peur du Stade de Reims. Mais en règle générale, on prend des gifles juste derrière. Moi, je me rappelle d'un match. Régale-toi. Où tu avais fait une envolée lyrique face à Brest et où tu me disais, Pierre Lesmelou, Marco, on va pas avoir peur de Pierre Lesmelou. Pierre Lesmelou, il nous avait fait l'amour. Fait l'émission à Genève, voilà. À Genève, en Suisse. Et quand vous jouez au loto sportif, vous cochez gagnant, masculin et perdant. Vous prenez pas d'initiative. Ben oui, j'entends tout le monde. Mais tu verras, attendons, moi, j'attends. Mais les gars, il faut prendre. Moi, je te dis que cette équipe, elle est belle. Je te dis que cette équipe, elle va nous apporter du bonheur. Donc oui, effectivement, il y a manqué un petit peu de lucidité devant les cages. Est-ce qu'on s'est créé des occasions? Oui. Franchement, une première mi-temps, la seule chose qui m'inquiète, la seule chose dont je suis quand même curieux, c'est ces 20 minutes amorphes. Ça, j'ai du mal à le comprendre, je vous l'admets. Mais par contre, il y a des joueurs de talent, on va récupérer Koné, qui va être au milieu du terrain, donc excusez-moi d'être optimiste. Et je suis encore optimiste pour Toulouse, je le revendique, voilà. Et les pessimistes, ils ont qu'à rester à la maison. Ne le crie pas trop fort, quand même. Le karma est parmi nous. Une victoire et un match nul, en tout cas, pour ce début de saison marseillais. Un mercato qui se poursuit avec des besoins au poste de latéral droit, une doublure à Eli Wahi, peut-être un milieu de terrain. Est-ce que dans les noms qui circulent, Sidilia, Yacine Adli, Neil Maupay, Yacine Adli, visiblement ça a un peu de plomb dans l'aile ces dernières heures. Est-ce qu'il y a des noms que vous voulez absolument avoir dans l'effectif? Sur le 3, c'est le Gilia, parce qu'à droite, c'est un très très bon espoir français. Et à droite, il prendra la profondeur, il dédoublera comme il a su faire au JO. Je l'ai vu, ça va, c'est loin d'être un mauvais défenseur. Il est très longiligne, grand, rapide, puissant. Donc ça peut être très très bien avec le penchant de Greenwood. Donc parce qu'on a vu que le couloir droit, c'est vraiment une très très grosse faiblesse chez nous aujourd'hui. Murillo, faut pas lui tomber dessus. C'est simplement comme Jacques le dit assez souvent, un second, voilà, que l'année dernière a dépanné à plusieurs reprises. Qui a rendu des services. Voilà, il est très très belle manière, mais le mettre titulaire et jouer toute la saison avec lui, je pense que ça serait une grave erreur. Donc pour moi, la priorité des priorités à aujourd'hui, c'est de te renforcer couloir droit pour avoir un équilibre au niveau de ta défense. Jaco, est-ce que cette fameuse doublure aussi au poste d'attaquant central, c'est pas une nécessité, ne serait-ce que pour laisser en éveil Eli Wahi pour lui dire on compte sur toi, mais voilà, il y a quelqu'un qui peut être là, filer un coup de main, quoi. Si tu me fais choisir, tu me dis une priorité, la première de priorité, je rejoins Steph à 1000%. Latéral droit. Obligatoire.
parce que Roux est capable dans l'axe central de venir aider, suppléer Eli Wahi. Mais là sur le côté droit, c'est quand même assez inquiétant, parce que Murillo, ce n'est pas lui faire offense de lui dire qu'il est en dessous techniquement des joueurs que nous avons en place. Si je suis l'entraîneur adverse, je vais pencher du côté de Murillo, parce que je sais très bien que là-bas c'est plus difficile que du côté de Quentin Merlin, qui est quand même offensivement il est bon, défensivement il a fait un très bon match. Donc voilà, je vais m'axer là-dessus. Donc moi je pense que la priorité des priorités, c'est le latéral droit. Après, si tu as des sous, évidemment qu'il te faut un deuxième numéro 9, parce que si Eli Wahi se blesse, c'est difficile. Voilà, donc mais je pense que la priorité c'est celle-ci. Amin Harit, Azdin Ounahi, courtisé visiblement. On voit le plutôt bon début de saison d'Amin Harit. Est-ce qu'il faut le passer à un autre cycle et le vendre? Est-ce qu'il faut le garder? Pour moi, il faut impérativement le garder. Voilà. Faut pas oublier d'où il revient. On en avait parlé à plusieurs reprises dans cette émission. Jacques nous expliquait bien que quand un joueur subit une si grave blessure, avec un temps de convalescence aussi long, il faut pratiquement le même temps derrière pour retrouver 100% de ses capacités. L'année dernière, oui. Est-ce qu'il a été en deçà? Oui. Est-ce que c'est tout à fait normal? Oui. Là, cette année, avec une bonne prépa, il a plus aucune douleur. Dans la tête, ça va mieux, parce que quand tu reprends, à mon avis, tu dois un peu cogiter au moindre contact, tu n'y vas pas à fond. Et on voit le résultat. Donc, est-ce que il faut laisser le jeu de l'équipe à Carboni qu'à 19 ans? Pour moi, non. Ce serait une grave erreur. Lui, il a de la bouteille. Il a joué en Allemagne. Il a joué dans des grands championnats. Il est international. Donc, maintenant, faire donner du temps de jeu à Carboni sur 20, 30 minutes en seconde mi-temps, petit à petit, et après voir qu'est-ce qu'il peut montrer. Toi, tu positionnes Amin Harit comme titulaire indiscutable. C'est lui qui doit gérer le jeu de l'Olympique de Marseille offensivement. Voilà. Mais depuis le début de la saison, pour moi, il est exceptionnel. Et quand je vois un Amin Harit de ce niveau-là, je peux te dire que l'attaque marseillaise, elle va bien se porter. Jaco, est-ce que Amin Harit, c'est le numéro 1 à ce poste-là? Je lui mets les monotes. Je lui mets les monotes et je l'enchaîne à la commanderie. Les gars, quand tu vas acheter un joueur de ce calibre-là, si on doit l'acheter à Amin Harit, ça coûte 30 ou 35 millions d'euros dans la forme actuelle qu'il est aujourd'hui. On te le dit, Steph. Carboni, c'est un très bon joueur. Mais est-ce qu'il va avoir les capacités à 19 ans d'être le maillon fort de l'axe central de l'OM? Donc aujourd'hui, ce joueur-là, tu fais partir. Le problème, on en est à parler de Amin Harit. Pourquoi? Parce que Verretou n'est pas parti, parce que Gigot n'est pas parti, parce que Garcia n'est pas parti, et parce que Ounahi n'est pas parti. Et Mbemba. Voilà. Et si ces 5, Mbemba, les 5 partent, tu n'aurais pas du tout de questions à se poser. Parce qu'aujourd'hui, c'est le numéro 1. Et il est bien, je pense que même De Zerbi a compris que c'était un joueur quand même indispensable. Il a été dans tous les bons coups de l'OM. Alors de temps en temps, lui aussi, les 20 premières minutes, il est passé de la deuxième mi-temps, il est passé un petit peu à travers, mais on peut pas lui en vouloir. C'est les 11 qui sont passés à travers. Même Rouli, je l'ai vu faire des arrêts, j'ai pas compris, il perd le ballon, donc il y a eu beaucoup de problèmes dans ces 20 minutes. Mais moi, Harit, je le garde vraiment. On s'est créé beaucoup d'actions, beaucoup d'occasions face au Stade de Reims, malgré ce 2 buts partout. La confiance est toujours de mise, même si on a perdu 2 points à la maison. Bien sûr. Quand tu regardes les accept goals, comme ils aiment dire maintenant, tu en as plus que face à Brest. Donc oui, tu as été vraiment de l'avant. Oui, tu as su procurer du beau jeu, et notamment, on revient sur cette première mi-temps qui a été tout simplement impressionnante, où tu leur as marché dessus. Mais voilà, donc oui, avec du travail, avec un petit peu plus de lucidité, cette équipe, c'est une équipe qui va être portée vers l'attaque. Donc la problématique, c'est ça, c'est que quand tu es devant, comme on dit, il faut savoir blesser ton adversaire pour pas le tuer, mais pour être serein, tranquille, et permettre, entre guillemets, de pouvoir donner du temps de jeu à des joueurs qui sont sur le banc. C'est ça l'objectif, c'est piquer d'entrée pour pouvoir être serein et tranquille sur le reste du match. Si on nous avait dit en début de saison, voilà, le scénario c'est tu fais 2-2 à Brest et tu gagnes 5-1 contre Reims. Ça te fait 4 points en 2 matchs. Et plus 4. Ça vous va ou quoi? Je signe dès demain. Mais ça, c'est avant. Non, mais voilà, mais après le match de Brest. Tu peux être déçu, non? Non, mais tu peux dire, il faut aussi quand même trouve-moi un supporter de l'OM qui te dit, Jaco, je suis content du 2-2 face à Reims à domicile. Le mec, il est fort. Non, mais j'ai l'impression que on a perdu 2 points. Il n'y en a pas un qui va te dire, on a fait match nul, on a perdu 2 points. Oui, évidemment, ces 2 points ne sont pas là. Mais quand même, les gars, c'est pas la fin du monde. Tout le monde, il est 4
catastrophé. Ça me rend fou, ça. Déconnons pas quand même. Il y a une équipe qui joue au football. Et oui, on n'a pas été adroit. Je l'admets. Mais quand même, il y a des joueurs de football. On va se régaler. Je reste avec toi, Jaco. Un mot sur la Ligue 2 et sur le Football Club de Martigues qui a bien réagi à Annecy vendredi soir. Victoire 4-2. Jaco, qu'est-ce qu'on a vu à Annecy qu'on n'avait pas vu sur le premier match et la réception de Lorient? On a vu de la solidarité, de l'impact physique. On a vu que Lorient était supérieur à Martigues, au stade Vélodrome. Martigues, c'est une équipe qui arrive de championnat de national. Lorient, ils ont gardé 95% de leur effectif. Il a fallu apprivoiser le stade Vélodrome pour les Martégots. Ils étaient inférieurs, ils ont eu l'occasion. Mais ils étaient inférieurs à Lorient, techniquement, tactiquement. Ça, on le savait. Par contre, à Annecy, ils ont été très très bon, parce que ça va être dans leur championnat. Ils ont des joueurs, notamment Moranté derrière, qui défendent debout, qui a été d'une solidarité, le gardien qui est très bon, et le petit Piélé sur le côté, c'est un très très bon joueur. Donc il y a eu beaucoup de solidarité, de l'impact, et le Martigues sera une équipe emmerdante à manœuvrer. Psychologiquement, c'était important de réussir ce deuxième match pour pas être dans le dur dès la deuxième journée. Ben oui, on sait que quand tu arrives, surtout quand tu perds la première journée, et encore ça va, ils perdent que 1-0. Certes, ils n'ont pas eu pratiquement de possession, ils étaient à 35 face à Lorient, mais ils ont eu 2 ou 3 actions où ils auraient pu faire très mal. Mais oui, quand tu vois que tu arrives à gagner 4-2 à l'extérieur pour la deuxième journée de Ligue 2, ben là, je peux te garantir qu'ils vont être gonflés à bloc pour la troisième journée. Maintenant, à voir si ça elle se fera au Vélodrome ou pas. Mais oui, c'est clair que de prendre ce stade quand tu n'es pas l'habitude de jouer, et certes, il y a des normes, mais je pense que c'est un des stades les plus grands au niveau de la largeur et de la longueur. Donc avec ces tribunes, et quand il est plein, il est exceptionnel. C'est clair, quand ça sonne creux, tu rentres en tant que joueur, ça doit un peu te prendre un peu dans le cerveau, tu vois. Donc, à voir comment ils vont s'adapter au Vélodrome. Et surtout, je rejoins Jacques, à l'extérieur, c'est une équipe qui va être vraiment, vraiment difficile à jouer, à l'extérieur. Allez, le troisième match de la saison, effectivement, c'est cette réception du Sporting Club de Bastia, vendredi soir. Un match à vivre, bien sûr, en direct sur Maritime. Merci les amis, c'est tout pour ce soir. Merci mon Jaco. Merci Marco. Merci Steph. Toujours un plaisir. Le bar des supporters du lundi au vendredi. Rendez-vous demain, mercredi.